Les fantômes sont des créatures qui apparaîtraient aux vivants depuis la nuit des temps. On les considère souvent comme des manifestations d'esprits de personnes décédées. Spectres, poltergeists, apparitions. Beaucoup sont convaincus par l'existence de ces entités paranormales. Si vous n'avez pas peur de pénétrer dans des maisons hantées ou de vous balader la nuit dans des cimetières infestés d'ectoplasmes, préparez-vous à vivre un voyage effrayant aux frontières du surnaturel. Maisons hantées, fantômes et revenants, rendez-vous avec l'étrange. Une série réalisée par Frankistas, Bawendine et Laurent Elissen. Troisième épisode, Poltergeist, l'esprit frappeur. Avec dans les rôles principaux, Marine Benoît, journaliste qui a écrit In Tenebris, dont un large chapitre est consacré au célèbre poltergeist d'Enfield. Enfield, c'est une affaire qui rassemble, je pense, la plupart des phénomènes paranormaux qu'on ait pu décrire jusqu'à présent. Apparitions, déplacement d'objets, voix, lévitation, vraiment tout. C'est un panel de choses en fait, Enfield. Et ce qui fait sa particularité, c'est la durée des événements. Guy Playfair, qui pendant 2 longues années a enquêté dans une maison infestée par un esprit frappeur. Elle laissait la lumière allumée la nuit, ça a duré 6 mois. Ces choses arrivaient tout le temps. Et la voix d'un poltergeist venu d'outre-tombe. Les objets déplacés étaient invariablement des chaises, des couverts, des cendriers, des plats, une petite table à café et une dizaine d'autres objets de ce genre. Et puis, les manifestations physiques allaient en augmentant. La maison se mit à produire des coups et des craquements intermittents. Les bruits allaient de coups sinistres, comme frapper sur une porte, à d'autres semblables à des pierres jetées aux fenêtres. Et pouvaient continuer pendant des journées et des nuits entières, n'importe où dans la maison. J'entendis soudain un bruit de grattement en provenance de la commode, qui continua pendant presque 30 secondes. J'allumai la lumière, et sous mes yeux épouvantés, je vis la commode qui se décollait à petits coups du mur et venait vers moi. Presque aussitôt, mon lit fut agité de violentes secousses. J'étais trop effrayé pour oser bouger. Nous vîmes l'état de la salle à manger. On aurait dit qu'une bombe y avait explosé. Les chaises étaient retournées ou avaient disparu de la pièce. La table était renversée et les objets décoratifs étaient éparpillés partout sur le plancher. Le salon était dans le même état, comme à peu près toutes les pièces du rez-de-chaussée. Ce témoignage date de 1967. Le phénomène dont il est question ici appartient à une catégorie bien définie et bien connue des phénomènes paranormaux, le poltergeist. Le terme de poltergeist est plutôt répandu en France suite aux études menées à la fin du 19e siècle à Londres, où le terme de poltergeist avait été utilisé pour la première fois pour caractériser ce qu'on va appeler aussi en France, en français, les esprits frappeurs. Des phénomènes qui se caractérisent par, on va dire, une sorte de court-circuitage de la vie d'une maison. Des coups frappés, des grêles de pierre inexpliquées, des incendies spontanés. Et donc, ce sont des phénomènes qui ne se caractérisent non pas par une dimension de visibilité, mais souvent sur le plan acoustique ou sur le plan de la vitesse, du déplacement. Ce ne sont pas des apparitions, ce ne sont pas des fantômes qui apparaissent, mais plutôt des perturbations de la maison qui se produisent. Et poltergeist, ça vient de l'allemand, c'est l'esprit qui fait du bruit, qui crée du brouhaha, en fait. Poltern, c'est effectivement le tumulte, c'est un verbe qui décrit le tumulte, le brouhaha, et Geist, c'est l'esprit. Philippe Baudouin est chercheur. Il est l'auteur d'un livre fascinant qui traite de grandes affaires dites paranormales qui se sont déroulées en France. Donc en fait, l'ouvrage Les Archives de la France Hantée, Apparition, puisque c'est son titre, porte sur en fait un ensemble d'archives propres à la France entre le 19e et le 20e siècle, avec un axe assez singulier qui avait été choisi au départ avec mon éditrice, qui était celui des sciences judiciaires et des sciences physiques,
pour le faire très rapidement. C'est-à-dire que l'idée, c'était d'ouvrir à nouveau des dossiers concernant uniquement des affaires sur des phénomènes inexpliqués, avec ces deux angles-là, de montrer de quelle manière les scientifiques ou les représentants du monde judiciaire s'étaient confrontés à ces questions et avaient tenté de mener l'enquête à leur manière. Dans le chapitre des pierres venues du ciel, Philippe Baudouin revient en détail sur une affaire de hantise et de poltergeist qui s'est déroulée au début des années 60 dans un sanatorium à Arcachon. À l'époque, le directeur de cette clinique orthopédique s'appelle Alain Quéneau. Il s'intéresse depuis longtemps au paranormal. Dès lors, quand son sanatorium est sous l'emprise d'un poltergeist jeteur de pierres, il est aux premières loges pour documenter toute cette affaire. On est en mai 1963. Alain Quéneau dirige la clinique orthopédique d'Arcachon, qui est spécialisée dans le traitement des maladies osseuses. Et depuis quelques jours, certains patients, qui la plupart du temps sont alités, qui prennent le soleil, mais aussi qui passent beaucoup de temps dans leur chambre, observent des chutes de pierres inexpliquées, des petits projectiles comme ça, alors qu'ils ne vont pas les blesser, encore une fois, mais qui vont les entourer ou tomber juste à côté d'eux, des morceaux de briques, de pierres, de ciment, de différentes tailles. Et donc, dans un premier temps, ce sont les patients qui observent ça, puis le personnel encadrant, les infirmières, il y a les sœurs aussi, c'est une clinique où il y a une chapelle, où il y a des nonnes qui se trouvent là et qui, en tant qu'infirmières, viennent prodiguer des soins auprès des patients. Et puis Quéneau lui-même qui va assister à tout cela. Les phénomènes de grêle de pierre observés se produisent aussi bien dans les chambres que dans la cour intérieure. Et encore plus étrange, Quéneau qui va donc très rapidement essayer de mettre un terme à tout cela, parce que il faut bien trouver soit le mauvais plaisant qui serait à l'origine de ces phénomènes, soit essayer de trouver une explication rationnelle. Et très rapidement, on va s'apercevoir que la trajectoire prise par les pierres, les projectiles, a comme origine un étage d'un des bâtiments qui est condamné depuis plusieurs années. Donc c'est cadenassé, personne n'y a accès. Et d'ailleurs, Quéneau va très rapidement vérifier tout cela et s'apercevoir que, il n'y a pas eu d'effraction, il n'y a pas eu effectivement de personnes qui se seraient procuré des clés. Ces clés, lui seul les détient. Et donc personne n'est entré dans les pièces en question pour projeter comme ça et violenter les patients. Donc il essaie de mettre un terme à tout cela. Il va mener sa petite enquête en interne. Et très rapidement, il s'aperçoit d'une chose, c'est que parfois, et fort heureusement, les phénomènes s'interrompent. Donc lorsque les phénomènes cessent, en fait, il s'aperçoit que c'est lorsque Angelina, une des patientes, est autorisée à sortir, en fait, ou sort effectivement de la clinique, les phénomènes cessent, ou du moins qu'elle n'est pas présente à côté des autres patients. Il n'y a pas de grêle de pierre à ces moments-là. Et c'est seulement au moment où elle revient, où elle est sur un banc, où elle se repose au soleil sur l'une des terrasses, que ces phénomènes réapparaissent. On le verra dans les autres affaires de poltergeist que nous analyserons. Très souvent, les phénomènes semblent se concentrer autour d'une seule et même jeune personne, la plupart du temps un enfant ou un adolescent. Dans l'affaire du sanatorium d'Arcachon, c'est donc la patiente Angelina qui serait à l'origine des anomalies. La solution semble donc toute trouvée pour faire stopper ces jets de pierre incompréhensibles. Éloigner Angelina. Angelina va terminer son séjour. Elle va être guérie, elle va terminer son séjour à la clinique d'Arcachon. Et les phénomènes vont s'arrêter, aussi net que le départ, effectivement, d'Angelina à l'époque. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'Angelina, dans sa chambre, est remplacée par une autre jeune fille, qui s'appelle Jacqueline. Et malheureusement, les grêles de pierre, ces morceaux de pierre, vont à nouveau être projetés dans l'entourage des patients, dans leur chambre et aussi dans la cour intérieure, à partir du moment où Jacqueline va s'installer dans la chambre d'Angelina. Pour le directeur de la clinique, il ne fait pas de doute que son sanatorium est soumis à des phénomènes inexplicables. Et quand les phénomènes recommencent avec l'arrivée d'une autre patiente, cela renforce encore plus ses convictions. Très rapidement, il y a cette hypothèse qui va être mise en avant par Alain Quéneau, donc le directeur de la clinique de l'époque, qui va consister à dire il y a une forme de contagion psychique ou de transfert psychique ou parapsychique qui se serait produit entre Angelina et Jacqueline, qui occupent à présent la chambre en question. Ce sont deux jeunes femmes qui ont à peu près le même âge, qui sont venues justement pour guérir d'une maladie assez proche, et qui psychologiquement sont extrêmement fragiles, l'une autant que l'autre en fait. Et donc Quéneau en fait va s'intéresser au cas de Jacqueline, il va la photographier, certains disent qu'il va tomber amoureux de cette jeune femme. C'est vrai que lorsque j'ai
consulté les archives personnelles de Queneau. J'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de cette consultation-là. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de clichés, beaucoup trop presque, de clichés de Jacqueline. Et puis aussi, à côté de ça, pas mal de photographies des pierres en question. Il avait réuni toute une série de pierres dans son bureau. Il était complètement sidéré par l'existence même et l'origine même de ces pierres. Il essayait de l'expliquer. Il va mener une enquête, presque un interrogatoire judiciaire, mais il sera psychologique celui-là, pour comprendre le fin mot de l'histoire du côté de Jacqueline. Il va rapidement comprendre que c'est quelqu'un qui a été malheureux en amour, et qui, en raison d'une forme de peut-être de dépression, va inconsciemment déployer une forme d'énergie psychique dans ce huis clos, qui est extrêmement favorable justement à cette concentration, selon Queneau, de phénomènes psychiques. Il faut dire une chose, c'est que Queneau s'intéresse au paranormal depuis pas mal de temps. Il a enquêté lui-même personnellement sur une affaire de maison hantée du côté d'Épinal, 20 ans auparavant. Donc il est quand même assez familier avec ces phénomènes-là, avec la parapsychologie. Il pense que justement la parapsychologie peut être une parapsychologie scientifique et que la médecine peut s'associer à ce type d'investigation pour comprendre les phénomènes inexpliqués. Moi, c'est une affaire qui m'a intéressé, celle de ce que j'ai appelé les pierres venues du ciel, parce que justement, on est presque dans le domaine de la fiction avec cette histoire-là, parce qu'il y a vraiment ce huis clos, c'est-à-dire que dès que on entre dans cette clinique à cette époque-là, des phénomènes inexpliqués se produisent avec une grande violence de jour comme de nuit, et dès qu'on en sort, tout s'arrête. Il suffit effectivement de franchir ou pas le seuil de cet espace-là pour assister ou non à ces phénomènes. Et là, pour le coup, on est vraiment dans l'incursion comme ça du fantastique dans le domaine du quotidien, de la réalité. Et c'est ça que j'ai trouvé proprement fascinant à analyser, à étudier et surtout à ouvrir de nouveau ce dossier, puisque c'est un dossier qui a été monté à la fois par un médecin mais aussi par un physicien, on en parlera un petit peu plus tard, Robert Tauquet, qui va être missionné par l'Institut Métapsychique International de Paris pour tenter de faire toute la lumière sur cette histoire. Ce qui est assez étonnant, c'est que Queneau, rapidement, quand même, va faire appel à la police. Parce que là, pour le coup, l'ordre public est mis à mal, quelque part. En tout cas, du moins, la tranquillité de ses patients est sérieusement remise en question. Et malgré sa notoriété, très rapidement, on lui fait comprendre que non, certainement, ça doit être une histoire d'hallucination visuelle, une erreur d'interprétation, et que, c'est peut-être aussi, quelque part, des affabulations de ses propres patients. Pourtant, le problème, c'est que, toujours est-il que son personnel et lui-même ont vu tout cela se produire. Donc, il est gentiment raccompagné à la porte de sortie de la gendarmerie et de la police du coin. Et donc, il bénéficie pas d'une grande aide, en fait, de la part de l'extérieur. Et donc, c'est en interne, à huis clos, qu'il va devoir encore affronter ces phénomènes-là. Il mène son enquête, il interroge Jacqueline, il interroge les patients. Et, par chance, il connaît assez bien les chercheurs, les enquêteurs de l'Institut Métapsychique de Paris. Et Robert Tauquet, qui est physicien de formation, qui est professeur de physique-chimie, s'intéresse en tant que parapsychologue et en tant que scientifique à ces phénomènes-là, et va venir, à la fin de l'année 1963, lui-même passer plusieurs jours, plusieurs nuits sur les lieux pour essayer de comprendre tout cela. Et il va confirmer, effectivement, que Jacqueline est certainement l'autrice, on dirait aujourd'hui, inconsciente de ces phénomènes, de ce que Michaud appelait les attentats domestiques. Que c'est elle qui, quelque part, subvertit, transforme l'ambiance générale du sanatorium et crée, quelque part, une sorte de théâtre de l'horreur, ou du moins de théâtre fantastique, où des projectiles sont, de manière répétée, projetés dans l'environnement des patients. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dans les témoignages que Robert Tauquet va recueillir, il va noter que les trajectoires non seulement viennent effectivement d'une pièce condamnée, mais cette trajectoire effectivement peut être retracée jusqu'à une pièce condamnée lorsque les projectiles sont observés à l'extérieur, mais lorsqu'ils sont à l'intérieur, ce qui est encore plus étonnant, c'est que parfois ils suivent des parcours sinueux. C'est complètement contraire à la logique, en fait, aux lois de la pesanteur. Ils vont du bas vers le haut, du haut vers le bas. Ils font des sortes de zigzags. Ils évitent, quelque part, ils se détournent de certains éléments du mobilier pour atteindre un point précis de la pièce, qui n'est jamais la personne. Encore une fois, il n'y a quasiment jamais de blessure causée par ces phénomènes de grêle de pierre inexpliqués. Et donc là, il va dormir sur place et durant plusieurs nuits, il va entendre des coups frappés. Et en même temps, il va s'assurer que Jacqueline, puisque c'est elle qui est visée,
par l'enquête de Tokay et Queno, il va s'assurer que Jacqueline dort et n'est pas justement en train de secouer les portes et de faire du bruit dans les couloirs pour justement faire croire qu'il y a des fantômes. Non, elle dort bien et lui va apporter quelque part sa caution scientifique pour dire il se peut, en tout cas il est fort probable qu'il y ait des phénomènes inexpliqués qui se produisent là. Et la fin de l'histoire, c'est le départ de Jacqueline. Lorsqu'effectivement Jacqueline est guérie, lorsqu'elle a été interrogée, lorsqu'elle a été observée par Tokay, par Queno, au moment de son départ, les phénomènes vont cesser. Et puis la clinique va fermer. Et aujourd'hui, depuis 1964, effectivement, rapidement, la clinique a été rasée et c'est devenu une résidence pour touristes à Arcachon. Donc, effectivement, tout cela n'est même plus en ruine. Ça a complètement disparu. Et surtout, le problème de ce poltergeist du sanatorium soi-disant hanté d'Arcachon a disparu depuis 1964. Les jets de pierre ne concernent qu'un tiers des phénomènes de poltergeist. La plupart du temps, l'esprit frappeur se contente de semer le désordre dans la maison sans que ce ne soit moins spectaculaire pour autant, comme dans ce témoignage des années 1860. Au mois d'août 1862, des tables et des chaises ont été renversées par une main invisible. Des coups furent frappés contre les portes et contre les planches. Des portes s'ouvrirent et se fermèrent d'elles-mêmes. À la fin, le bruit devint terrible. Les verrous sautèrent et l'on craignit la démolition de la maison. Malgré les recherches les plus minutieuses, on ne put trouver à tout cela une cause visible. Les occupants d'une maison infestée par un poltergeist sont très rarement atteints dans leur intégrité physique. Les cas d'agression sont extrêmement rares, mais ils peuvent arriver, comme en 1937 dans cette maison de la région de New York. J'entrepris de monter l'escalier, qui se terminait par un virage serré à droite. Je me retrouvais face à une série de petites pièces. Mais, à cet instant-là, je ressentis comme un coup terrible dans le plexus solaire. Je me mis à transpirer abondamment et je n'arrivais plus à avaler ma salive. Je me sentis pris par une peur panique et j'eus sur le moment les plus grandes difficultés à ne pas faire demi-tour pour dévaler l'escalier. Mais il n'y a jamais de spectre ou d'apparition, comme on serait tenté de le croire quand il est question de phénomènes de hantise. Ce qui est amusant, c'est que aujourd'hui, finalement, dans l'imaginaire collectif, un poltergeist, c'est un esprit turbulent, voire mauvais, qui va perturber une chambre d'enfant, par exemple, qui va faire bouger les jouets. Voilà, c'est un esprit malveillant qui va troubler une habitation. Alors qu'en fait, un poltergeist, c'est pas ça. Si on s'en tient à la définition parapsychologique, c'est plutôt une forme d'énergie déployée par une personne de façon inconsciente à travers la matière. On va parler donc souvent de jeunes sujets qui n'ont pas conscience de déployer cette énergie-là. Énergie elle-même générée par une forme de frustration, par des sentiments houleux, et qui va donc créer au sein d'une habitation, ou au sein d'un intérieur en tout cas, des phénomènes de coups frappés, qui va déplacer des objets, en tout cas qui va créer une interaction de l'esprit avec la matière, à son insu. Marine Benoît est journaliste. Elle a enquêté sur plusieurs grandes affaires paranormales dans son livre In Tenebris, et les poltergeists l'intéressent particulièrement. Les premières histoires qu'on peut relier à des phénomènes d'esprit frappeur, on va dire, remontent à l'Antiquité. Il y a déjà des textes qui font mention d'esprits dans des foyers, des cas de hantise, en fait. Mais le terme poltergeist, lui, il est employé par Martin Luther en 1566 dans son ouvrage Propos de table. C'est cet ouvrage qui voit le terme poltergeist naître. Poltergeist, ça vient des termes allemands poltern pour faire du bruit et geist pour esprit. Alors on l'a sans doute appelé de plein de façons différentes, avant 1566 et après 1566. Mais oui, finalement, c'est une image d'Épinal, le fantôme. Donc je dis fantôme, mais ça peut être le fantôme d'un vivant peut-être, mais qui hante une maison et qui se manifeste par des coups, par des objets qui se déplacent, des petits bruits, des choses comme ça. Donc tout ça, on peut l'englober sous le terme poltergeist. Ouais. Pour Marine Benoît, un des meilleurs cas de poltergeist au monde s'est déroulé en Allemagne, dans un bureau d'avocat, à la fin des années 60. Alors on est à la fin de l'année 67, dans un cabinet d'avocats donc d'une petite ville de Bavière qui s'appelle Rosenheim. Donc c'est un immeuble moderne pour l'époque. Et dans cet immeuble, depuis quelques semaines,
Il y a des ampoules qui éclatent en série, des objets qui se déplacent, des cadres qui tournent sur eux-mêmes, des problèmes électriques, des téléphones qui sonnent sans raison. Toute une série d'événements troublants qui va pousser l'avocat qui gère ce cabinet à appeler la compagnie d'électricité de la ville, en fait, pour réaliser une enquête, parce que tout le monde est agacé, voire un peu inquiet, puisque des ampoules qui éclatent, ça blesse des gens, voilà. Le réseau, les équipes du réseau électrique de la ville va enquêter, va constater qu'il n'y a pas d'anomalie, en fait, sur le réseau de l'immeuble. Et donc, les manifestations, elles vont devenir de plus en plus violentes, de plus en plus fréquentes, jusqu'à un certain stade insupportable pour tout le monde. Et donc ce monsieur qui s'appelle Sigmund Adam va faire appel à un parapsychologue. Un parapsychologue, c'est quelqu'un qui s'est spécialisé dans l'analyse des phénomènes dits paranormaux. Le parapsychologue Hans Bander s'installe dans le cabinet d'avocats et remarque très vite que les phénomènes se déclenchent souvent en présence d'une jeune secrétaire. Quand cette jeune fille marche dans les couloirs, les lampes commencent à se balancer derrière elle. Et les ampoules explosent avec des éclats de verre qui volent dans toutes les directions. À la fin de son enquête, le parapsychologue pense avoir trouvé la solution pour expliquer le poltergeist de Rosenheim. On arrive à la conclusion que les phénomènes sont provoqués par une jeune fille qui travaille dans le cabinet, qui est la secrétaire de Sigmund Adam, qui s'appelle Anne-Marie Schaberl, et qui a 19 ans, je crois, à l'époque, et qui serait donc ce qu'on appelle la personne focale. Donc elle-même générerait ces phénomènes. Et donc Sigmund Adam va en arriver à cette conclusion, il va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi on pense à elle parce que quand Anne-Marie arrive dans le cabinet, donc avant qu'elle arrive dans le cabinet, tout se passe bien, et quand elle arrive dans le cabinet, les ampoules éclatent littéralement sur son passage. Et c'est à chaque fois en sa présence que les armoires bougent, les tiroirs s'ouvrent. Il y a même une armoire de plusieurs centaines de kilos qui va se déplacer toute seule sous le regard de certains témoins. Voilà. Et ensuite, ils vont essayer de la déplacer à nouveau via tout un système d'astuces et tout. Bref, ils n'y arriveront jamais. Bon. Les ampoules éclatent. C'est des ampoules à filaments qu'on connaît, mais il y a aussi des néons. Des néons que certains témoins affirment avoir vu sortir de leur gond. Ils le disent vraiment, comme si quelqu'un dévissait. Donc ils voient le mouvement en fait, du néon qui tourne sur lui-même pour sortir de ses gonds. Donc c'est quand même assez troublant en effet. Il y a aussi cette histoire donc, d'objets qui se déplacent. À ma connaissance, c'est plutôt des meubles qui vont bouger, des tiroirs qui vont s'ouvrir ou des cadres qui vont tomber ou tourner sur eux-mêmes. Il va y avoir également tout un tas de problèmes avec les téléphones. Et donc, Sigmund Adam, il constate qu'il a une facture de téléphone exorbitante à cause d'appels passés à l'horloge parlante. Là, c'est des appels qui sont passés toutes les 10 secondes, en fait, à l'horloge parlante. Et donc, ça coûte une fortune. Et souvent, ces appels-là, ils sont passés en pleine nuit. Donc, voilà, c'est plein de choses très troublantes qui ont quand même un rapport avec le matériel du bureau. Rosenheim, c'est quand même aussi il y a eu plein d'enquêtes menées dans le cabinet, enfin plein. Il y a eu plein d'enquêtes, oui. Il y a eu plusieurs enquêtes. Donc il y a l'enquête de la compagnie électrique, qui est l'enquête préliminaire, on va dire, classique, voilà, pour comprendre pourquoi il y a un problème, pourquoi les ampoules éclatent. Et dans un second temps, il y a quand même des physiciens qui vont venir aussi pour comprendre un petit peu. C'est des physiciens de l'Institut Max Planck, donc c'est vraiment une institution en Allemagne, et même reconnue internationalement en physique. Et donc eux vont rester sur place plusieurs jours et vont produire un rapport à la fin de leur enquête, stipulant qu'aujourd'hui, ils ne sont pas en mesure, avec les moyens actuels de la physique, d'expliquer ce qu'il se passe dans le cabinet de Rosenheim. Voilà. Et donc ça, c'est un document génial, parce que on a deux scientifiques respectables, entre guillemets, qui admettent que les moyens actuels de la physique ne peuvent pas donner une explication à ces phénomènes. Et à ma connaissance, c'est un document quasiment unique, en fait, dans l'histoire du paranormal. Si on possède de nombreux témoignages, notamment des personnes travaillant dans ce bureau d'avocats de Rosenheim et de nombreux rapports de différents experts, il est nettement plus compliqué de rassembler des preuves concrètes de l'existence de ce poltergeist, comme des photos par exemple. Des photos, il y en a peu. De toute façon, des photos, en termes de preuves, ça amènerait pas grand-chose. Il y a soi-disant une bande vidéo que moi j'ai regardé, qu'on peut voir sur Internet, qui est d'extrêmement mauvaise qualité. Donc qu'est-ce qu'on est censé y voir ? On est censé y voir un cadre tourné. C'est une vidéo sur laquelle on voit Hans Bander.
et qui donc pointe du doigt un cadre en expliquant, voilà, il vient de tourner, etc. On ne voit rien, puisqu'elle est de très mauvaise facture, alors je ne sais pas pourquoi. C'est toujours le problème dans ce genre d'affaires, c'est quand on a du matériel vidéo, il y a un problème. Soit c'est de mauvaise qualité, soit l'angle de vue n'était pas le bon. Ah oui, mais à ce moment-là, il y avait trop de lumière, enfin bref. Donc ça, c'est un peu dommage. Malgré tout, on a quand même, en termes de preuves physiques, on a ce rapport des 2 physiciens de l'Institut Max Planck, qui s'appellent Karger et Zdica. Et ça, c'est quand même, à mon sens, une preuve qui vaut plus que n'importe quelle photo, quoi. Donc, bien sûr, on a les rapports d'Hans Bender, mais le travail d'Hans Bender, particulièrement sur l'affaire Rosenheim, a été assez critiqué parce certains de ses détracteurs estiment que dès le début, Hans Bender avait envie d'y voir un poltergeist. C'est à ce moment-là de sa vie, de sa carrière, son plus beau coup. Parce que, en face de lui, il a vraiment... il arrive à prendre en flagrant délit, en fait. Pour une fois, il est sur place. Il y a tout qui va, en fait, pour lui. Et il écrit même dans son journal intime, carnet de bord, je sais pas comment on peut appeler ça. Nous avons là le premier phénomène avéré de psychokinèse, joyeux Noël, puisque c'est à la fin de l'année. Finalement, il y a une multiplicité des sources et qui est assez intéressante dans l'affaire de Rosenheim. Anne-Marie Charbel, la jeune secrétaire du bureau d'avocat de Rosenheim, ne semblait pas apprécier particulièrement son patron, Sigmund Adam. Ce dernier est convaincu qu'elle est responsable de tous les phénomènes qui détruisent son cabinet, ce qui n'arrange pas la situation. Elle ne comprend pas, en fait. Elle dit qu'elle n'y est pour rien. Elle ne comprend pas que ça puisse émaner d'elle, en fait. Et puis, donc elle nie les choses. Elle nie le fait que ça puisse émaner d'elle. Elle nie aussi le fait qu'elle ait monté de toutes pièces quoi que ce soit. Enfin, vraiment, elle ne comprend pas pourquoi elle se retrouve au centre de cette histoire. En fait, elle a démissionné quelques semaines après le début de l'enquête d'Hans Bender. Elle est partie. Elle était toute jeune, donc on peut raisonnablement penser qu'elle avait elle aussi envie de partir, même avant tout ce remue-ménage. Mais elle a retrouvé du travail ailleurs, en fait. Et à partir du moment où elle est partie, si on s'en tient au récit, au témoignage, les phénomènes se sont arrêtés. Bien évidemment, le cas de Rosenheim a fait polémique. Pouvait-il s'agir d'un canular ? Bien sûr, on peut tout à fait imaginer qu'il y a des choses qui ont pu être mises en scène. Faire bouger des cadres, faire bouger des tiroirs, même une très très lourde armoire, il y a toujours un moyen de la faire bouger. Enfin, on voit la prestidigitation, parfois c'est bluffant, quoi. Là, la question, c'est de se dire déjà pourquoi ils auraient fait ça. Même cette question, finalement, on n'a pas vraiment à se la poser et à y répondre. Mais je pense qu'on pourra donc toujours imaginer des moyens, mais il faut quand même se rappeler qu'il y a des physiciens qui ont mené une enquête sur place et qui ont admis, à la fin, ne pas pouvoir expliquer les choses. Rosenheim, c'est un des cas de poltergeist les plus documentés au monde, pour la simple et bonne raison qu'il y a toute cette série d'intervenants qui est donc venue sur place, qui a produit des archives, parce que les archives, elles sont disponibles, consultables facilement. Et en cela, pour moi, c'est un cas formidable. Et puis parce qu'on n'a pas de conclusion. On n'a pas de conclusion, finalement. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cabinet ? On pourra dire ce qu'on veut. Il y a eu des contre-enquêtes. Il y a des sceptiques qui sont venus, qui ont dit qu'en fait, tout ça avait été monté de toutes pièces. Ils ont essayé d'expliquer les choses, mais leur venue, elle survient des semaines après les événements. Anne-Marie Chaberl, elle était déjà partie depuis longtemps. Elle avait démissionné. Donc oui, prouver de la supercherie, oui, mais encore faut-il le faire dans les conditions qu'on exige aussi d'une enquête parapsychologique, dans des conditions, c'est-à-dire qu'on ait à minima, qu'on ait la personne, cette fameuse personne focale en face de nous, ou qu'on assiste au moins à des phénomènes. Là, donc les sceptiques, c'est un trio, c'est 3 hommes qui vont produire un livre d'ailleurs, qui vont écrire un livre derrière pour démonter littéralement l'affaire Rosenheim, vont dire qu'ils ont trouvé des fils de nylon cachés derrière des cadres, derrière des armoires, etc. Ok, certes, mais qu'est-ce qui nous dit que finalement ces fils n'ont pas été placés après pour peut-être essayer de reproduire les choses pour voir si ça avait pu être fait justement de façon artificielle en fait. Ce qui me semble plus important dans l'affaire, ce qui subsiste à mon sens à la fin de Rosenheim, c'est ce rapport des physiciens. Et ce rapport des physiciens, il conclut d'une belle manière, je trouve, l'affaire. Si on peut parler de conclure, on ne pourra jamais la conclure. C'est de dire aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a, à leur époque, avec les moyens actuels de la physique, aujourd'hui, avec ce qui nous reste de cette histoire, on ne peut pas apporter une quelconque conclusion.
Arcachon et Rosenheim sont 2 cas de poltergeist très bien documentés. À chaque fois, ceux qui ont enquêté sur ces phénomènes sont arrivés à la conclusion que les jeunes filles avaient un rapport avec les événements étranges qui semblaient se produire. Au début du XXe siècle, un monsieur qui s'appelle William Podmore, qui va mener une étude, donc partir du principe que les poltergeists, en effet, sont générés par des jeunes personnes, donc des adolescents et des adolescentes. Et finalement, sa théorie, on va l'appeler la théorie de la vilaine petite fille, Naughty Little Girl, parce que elle a été assez déformée, parce que c'est une théorie assez sexiste qui part du principe que c'est plus souvent les jeunes filles qui génèrent ce genre de choses. Donc on connaît toute l'histoire, notamment en psychiatrie au début du fin 19e, début 20e, autour de l'hystérie féminine. En gros, on est un peu dans le même registre ici, quand il s'agit de dire que des phénomènes comme ça, c'est généré par l'esprit féminin, le jeune esprit féminin tourmenté. Or, dans l'étude de Podmore, il y avait quasiment autant de garçons que de filles, en fait, qui étaient concernés par ces phénomènes. Donc c'est un vrai raccourci, en fait, historique. Donc, oui, statistiquement, c'est difficile de parler de statistiques, parce qu'on n'a pas vraiment de chiffres. On pourrait échantillonner effectivement des cas comme ça et essayer de voir si c'est des gens jeunes. Mais en effet, en tout cas moi, dans les histoires que j'ai pu rencontrer, c'est des gens jeunes. Et la théorie parapsychologique veut que ce soit des gens jeunes, de jeunes individus, entre l'âge prépubère et le début de la vingtaine, on va dire, ou le milieu de la vingtaine. En tout cas, on ne peut pas parler d'adultes finis, entre guillemets, qui finalement seraient encore en construction identitaire, auraient encore l'esprit tourmenté de l'adolescence, avec son lot d'émotions qu'on connaît, qui sont parfois difficiles à gérer, et qui sont parfois un peu excessives, etc. C'est l'explication. Après, ce qui fait qu'on déclenche un poltergeist, ça, on ne peut pas expliquer aujourd'hui, si on s'en tient encore au principe que ça existe. Mais ce que certains disent, c'est que cette forme d'énergie, en fait, elle vient souvent pallier une frustration, une colère contenue, des tabous, en fait, dans la cellule familiale. Donc l'adolescent qui ne serait pas en mesure d'exprimer sa colère, sa frustration, son désarroi face à une quelconque situation, le ferait inconsciemment de cette façon-là. Pour conclure, nous ne pouvons pas passer à côté de la plus célèbre de toutes les affaires de poltergeist, une histoire qui a inspiré plusieurs films d'horreur. Il s'agit du poltergeist d'Enfield, qui a bouleversé la vie d'une honnête mère de famille et celle de ses enfants à la fin des années 70 dans la banlieue de Londres. C'est vraiment une des affaires les plus connues du Royaume-Uni sur le paranormal. Le cas d'Enfield, il est connu à ce point parce que c'est un des premiers cas de poltergeist à avoir été massivement médiatisé au Royaume-Uni. Dès les premiers événements, vraiment les premiers jours, la presse arrive et il y a notamment un photographe du Daily Mirror, le tabloïd, et une journaliste de BBC Radio qui vont s'intéresser sur le temps long à cette affaire qui démarre en août 77, qui est le mois d'août, une période traditionnellement calme pour la presse. Comme l'actualité est plutôt tranquille, un feuilleton, c'est toujours le bienvenu et c'est justement ce que permet le cas Enfield. Mathias Alcaraz est journaliste et il anime un podcast intitulé Le Bureau des Mystères. Forcément, comme tous ceux qui s'intéressent au paranormal, il connaît très bien l'histoire du poltergeist d'Enfield. Nous sommes en 1977 à Enfield, dans la banlieue nord de Londres, et Peggy Hodgson vit dans un logement social avec ses 4 enfants. Il y a Margaret, 12 ans, Janet, 11 ans, Johnny, 10 ans et Billy, 7 ans. Ce sont surtout les 2 filles aînées qui vont expérimenter le plus de phénomènes étranges, particulièrement Janet, la cadette. Donc en 77, au moment où commence l'affaire, depuis plusieurs jours, Peggy et ses enfants remarquent des choses plutôt étranges dans la maison. Des bruits, comme des coups. Et aussi des lits qui se seraient mis à trembler d'un coup, tout seuls dans la nuit. Et le soir du 31 août, il y a un événement qui va pousser Peggy à appeler la police. Elle a vu, dans la chambre de ses filles, une commode se mettre à bouger toute seule. Ça va commencer par cette nuit-là. Il faut savoir que les enfants dorment tous dans la même chambre et la maman dort dans la chambre d'à côté. C'est une toute petite maison, donc il y a 4 enfants mais il n'y a que 2 chambres. Marine Benoît, journaliste, auteure du livre In Tenebris. Cette nuit-là, les jeunes filles, les 3 enfants réveillent leur mère en disant « Maman, la commode de la chambre, elle a bougé. » Toute seule. Donc elle est très lourde cette commode, là encore. Donc là, moi je peux le dire parce qu'en plus il y a des photos. Donc on voit que c'est une commode massive. Et donc la mère se lève, elle en a marre de leurs bêtises. Les enfants Hodgson, c'est des enfants assez malicieux, assez facétieux en fait.
Surtout Janet. C'est une jeune fille qui a la langue bien pendue. C'est vraiment, elle est gouailleuse. Elle est un peu vulgaire même parfois. Et en même temps, c'est une petite fille qui est super sensible. Janet, elle a 11 ans. Margaret, elle a 13 ans. Entre les deux, il y a un garçon. Donc c'est celui qui est en pension. Et à la maison, le troisième enfant, c'est un plus petit qui a 8 ans. Qui a sa place dans l'histoire, mais finalement, les vrais protagonistes de l'affaire, c'est quand même Janet et Margaret. Et surtout Janet. Et donc, leur maman, elle en a un peu marre de leurs bêtises, parce que sans doute, ils racontent tout le temps des trucs. Et donc, elle se lève et elle se rend compte effectivement que la commode bouge. Et elle prend peur. Donc tout le monde va se rassembler dans le salon, qui est à l'étage, enfin au rez-de-chaussée, pardon. Et dans le salon, là, les murs vont trembler, les coups vont être frappés partout, et comme un tremblement de terre, en fait. Donc là, c'est la panique. Ils vont chercher leurs voisins. Les voisins viennent, se rendent aussi dans le salon, se rendent compte que c'est terrifiant ce qui se passe. Donc ça ne vient pas des voisins. Là aussi, c'est une maison mitoyenne, d'ailleurs. Et ils vont finir par appeler la police. Et donc il y a 2 agentes de police qui vont arriver sur place et qui vont constater la même chose. Donc des coups frappés dans les murs de toutes parts. C'est très violent. Et elles vont voir aussi une chaise être projetée à travers la pièce. Donc là, il y a un rapport de police. À partir de ce soir-là, les événements vont pas s'arrêter pendant 2 ans. Et donc, ça va être des coups frappés, des objets projetés, des jouets, parfois c'est des Legos, donc des choses petites, parfois c'est des choses beaucoup plus grosses, donc des vases. Les objets vont bouger aussi, c'est pas forcément de manière violente, ça l'est parfois, mais parfois non. Pas uniquement en présence des jeunes filles, donc il va y avoir un enquêteur, un parapsychologue aussi qui va venir. Alors, il n'est pas vraiment parapsychologue, mais enfin, en tout cas, il va y avoir 2 enquêteurs qui vont venir et qui vont, notamment un qui va voir la théière se déplacer sur la table toute seule, donc une théière assez lourde qui va glisser toute seule sur la table. Il va y avoir aussi des apparitions, donc plusieurs témoignages des jeunes filles, mais aussi de l'oncle de la famille qui raconte avoir vu un vieil homme ou en tout cas des entités. Généralement, c'est plutôt une vieille personne. Des rideaux qui vont bouger et s'entortiller à plusieurs reprises autour du cou de Janet, et qui vont donc l'étrangler. Donc, il y a comme une force en fait qui anime des rideaux. Il va y avoir des excréments qui vont être répandus dans la maison, des fuites d'eau, des inondations, donc des robinets ouverts. Franchement, il y a vraiment, la liste est immense. Il y a eu un défilé de personnes plus ou moins excentriques à Enfield, des personnes qui se disaient médiums, qui sont passées, plusieurs même. Il y a eu beaucoup de gens qui s'y sont intéressés, peu qui ont vraiment eu accès à la maison. Mathias Alcaraz, journaliste et animateur du podcast Le Bureau des Mystères. Les 2 personnes qui ont vraiment eu accès à la maison et sur le temps long, ce sont ces 2 personnes de la SPR. En septembre 1977, donc vraiment quelques jours après la médiatisation de l'affaire, il y a la Society for Psychical Research, qui est une organisation britannique dédiée au paranormal, qui va s'intéresser au dossier en envoyant 2 investigateurs sur le terrain. Donc on a d'un côté Guy Lyon Playfair, 42 ans à l'époque, ancien journaliste, qui est une personne très méthodique, très rigoureuse. Et à ses côtés, il y a Maurice Grosse, qui lui a 58 ans. Et Maurice Grosse, c'est pas tout à fait le même profil. C'est un inventeur qui a plongé dans le paranormal après la mort de sa fille, en rejoignant différentes sociétés britanniques dédiées au paranormal, dont la SPR. Et il y a un détail touchant chez Maurice Grosse, c'est que sa fille s'appelait Janet, comme une des filles de Peggy. Et ça explique en partie pourquoi l'affaire a autant résonné en lui, et pourquoi il a autant voulu croire Janet, même dans des moments où on n'avait plus très envie de croire Janet. Maurice Grosse et Guy Lyon Playfair ont travaillé très consciencieusement, entre le 5 septembre 1977 et juin 1978. Ils ont rendu visite 180 fois à la famille Hodgson. Ils ont passé 25 nuits entières sur place. Ils ont réuni 140 heures d'enregistrement, pris plus de 500 pages de notes. Et ils ont assuré avoir assisté à une multitude de phénomènes paranormaux, des coups d'origine inconnue, des déplacements de meubles, d'objets, des voix fantomatiques, même de la lévitation ou des discussions avec l'esprit d'un mort. Et à chaque fois, systématiquement, la petite Janet était au centre de cette agitation paranormale. Nous avions pu rencontrer il y a quelques années Guy Playfair, un des 2 enquêteurs d'Enfield. À l'époque de cette interview, il restait toujours persuadé d'avoir été le témoin de phénomènes paranormaux de premier ordre. Elles étaient très effrayées, terrifiées, épouvantées.
Toute la famille devait dormir dans la même chambre. Elle laissait la lumière allumée la nuit, ça a duré pendant 6 mois. Ces choses se produisaient tout le temps. Je me souviens que j'ai vu un livre sortir d'une chambre en volant et puis tourner dans le couloir pour entrer dans une autre chambre. Ce qui s'explique assez mal avec les lois de la physique. L'affaire d'Enfield est un cas de poltergeist vraiment à part. Jamais auparavant, un esprit frappeur n'avait pu étaler au grand jour autant de caractéristiques différentes. Enfield, c'est une affaire qui rassemble, Marine Benoît. je pense, la plupart des phénomènes paranormaux qu'on ait pu décrire jusqu'à présent. L'apparition, déplacement d'objets, voix, lévitation, vraiment tout. C'est un panel de choses en fait, Enfield. Et ce qui fait sa particularité, c'est la durée des événements. C'est quand même 2 ans, donc on peut le voir comme on veut, 2 ans de canular ou 2 ans de souffrance pour une famille. C'est compliqué de parler de preuves irréfutables puisqu'on a essentiellement du témoignage. Mathias Alcaraz. On peut croire les personnes, tout à fait. Après, ça reste du témoignage et il faut trouver des éléments concrets qui le prouvent. Et dans cette affaire, il y a eu beaucoup d'éléments concrets. Mais bon, personnellement, moi je vois surtout une jeune fille qui saute de son lit et la photo qui a été prise au bon moment. Mais après, c'est une question d'interprétation, encore une fois. Il y a aussi des enregistrements de Janet, notamment une célèbre interview pour la BBC, où elle parle avec une voix éraillée et en bougeant très peu les lèvres. Comme si c'était pas vraiment elle qui parlait. Mais bon, tout ça, c'est rien qui semble impossible pour quelqu'un qui s'entraînerait à la ventriloquie. C'est d'ailleurs ce qui a été un petit peu démontré par la suite. Mais surtout que ce tour en plus s'est mis en place, parce que pour le coup on pourrait vraiment parler de tour je pense, ça s'est mis en place progressivement. Au départ, Janet, quand elle était là, on entendait seulement des bruits d'aboiement ou des sifflements qui venaient de sa direction. Et ensuite le poltergeist, l'esprit, là on parle plus de poltergeist, on parle vraiment de l'esprit d'une personne qui serait morte dans la maison, une vieille personne, qui se serait mis à parler à travers elle, mais uniquement quand elle était dans une pièce fermée à clé. Et justement, c'est ça le truc, c'est que Janet et sa sœur devaient être enfermées seules dans une pièce et la voix ne s'exprimait que une fois que la porte était bien fermée au début. Et ensuite, progressivement, la voix a accepté de parler une fois que la porte était ouverte, puis devant des caméras. Donc on sent qu'il y a un entraînement qui s'est mis en place progressivement, si on part du principe que c'est un canular, bien sûr. La voix du poltergeist d'Enfield. C'est sans doute l'élément le plus spectaculaire, mais aussi le plus controversé de toute cette affaire. L'enquêteur Guy Pléfer avait enregistré cette voix à de nombreuses reprises. Il nous en avait fait écouter des extraits quand nous l'avions interviewé. Dans l'extrait que vous venez d'entendre, le poltergeist se présente sous l'identité de Bill Hillock, un monsieur décédé à l'âge de 72 ans. Ce qui ne prouve pas grand-chose car l'esprit frappeur, comme s'il voulait jouer avec les enquêteurs, changeait souvent d'identité quand il se manifestait. On a obtenu ce message qui s'est répété plusieurs fois, mais avec des noms différents. Parfois, ça disait s'appeler Bill Hillock, parfois Bill Wilkins, ce qui suggère que la voix ne sait pas vraiment qui elle est. C'est courant dans la communication avec les esprits, parfois ils oublient leur propre nom. C'est étrange, mais ça a été observé dans beaucoup de pays différents. Les esprits sont confus et ne comprennent pas toujours qu'ils sont morts. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils sont perdus et sans doute effrayés. Enfield, c'est surtout ce qu'on appelle la voix, avec un grand V. Janet et Margaret vont se mettre à parler avec une voix d'outre-tombe qui prétend souvent, pas tout le temps, mais souvent être celle de l'ancien occupant de la maison qui est décédé. Donc un vieux monsieur qui est acariâtre, c'est vraiment le mot, qui est vulgaire et qui avait vraiment pas l'air sympathique si on s'en tient à la voix. Et donc c'est assez impressionnant comme phénomène, notamment dans la tonalité de la voix, mais aussi quand on les voit. Il y a quand même un exercice
Que ce soit quelque chose qu'on considère comme paranormal, forcément ça fait très peur. Mais même si on considère que c'est quelque chose de mis en scène, c'est tout aussi impressionnant parce que c'est un exercice de ventriloquie qui est extrêmement difficile à faire. Alors la voix, c'est ça qui va énormément desservir l'affaire Enfield. C'est que la voix, on se rend compte qu'elle peut être produite par Janet et Margaret aussi. C'est physiquement possible. En fait, il y a des moments où on voit qu'elle met la main devant sa bouche pour qu'on ne voit pas les lèvres bouger. Il y a quand même toute une gestuelle, finalement, assez enfantine dans ces moments-là, de la part de Janet, qui montre qu'elle le crée elle-même, un peu, ce phénomène. Et une deuxième chose, c'est le contenu. Donc, ce que dit la voix, souvent, c'est un peu décousu. Et en fait, c'est des propos qui restent au niveau d'une adolescente. C'est une voix qui va beaucoup parler de sexe. Finalement, elle a un discours assez naïf, cette voix-là. Et on dirait que Janet s'en sert pour provoquer, mais aussi pour apprendre tout un tas de choses sur lesquelles elle n'ose pas s'informer librement en temps normal. Donc elle va poser aux enquêteurs ou aux parapsychologues, aux journalistes et tout, elle va poser des questions super déplacées. Donc voilà, et puis elle va parler des règles aussi des femmes. On sent qu'en fait elle aborde des sujets tabous, des choses qu'elle ne se permettrait pas d'aborder dans la vie de tous les jours. 45 ans plus tard, on peut donc toujours se poser la question. Des phénomènes inexplicables se sont-ils réellement déroulés à Enfield ? Ou bien s'agissait-il d'un énorme canular monté par les enfants de la famille Oxon ? Personne n'a avoué de supercherie, en fait, dans cette histoire. Personne. Mathias Alcaraz, journaliste et animateur du podcast Le Bureau des Mystères. Mais on peut quand même émettre de sérieux doutes. Et d'ailleurs, même Guy Lyon Playfair, très rigoureux, en a émis, lui, dans son livre. Il a sorti un livre sur cette affaire qui s'appelle « This House is Haunted ». Le titre montre qu'il a plutôt tendance à croire que la maison est effectivement hantée. Mais il a eu des doutes et il en parle très honnêtement dans son livre. Il dit qu'il a vu des images sur une caméra cachée qu'il avait placée sans en parler aux enfants. Et il voit que Janet était en train de s'entraîner à tordre des cuillères, soi-disant par la pensée, un peu dans la grande tradition de ce que faisaient les charlatans à l'époque. Et même Maurice Grosse, lui aussi, raconte qu'il a vu Janet en train de donner des coups de balai dans le plafond pour faire croire qu'il s'agissait d'un poltergeist. Mais voilà, ce sont des choses qu'ils ont un peu mis de côté parce qu'ils avaient vraiment envie de croire, je pense, les jeunes filles qui avaient dans la maison, Janet et sa sœur. C'est difficile à dire parce que personne n'est d'accord. Donc il y a énormément d'avis mitigés. Il faut imaginer que c'est des gens qui viennent parfois quelques heures seulement dans une maison dans laquelle les événements s'étalent sur 2 ans. C'est comme prendre un peu d'eau de mer dans un verre d'eau et prétendre connaître tout l'océan. Enfin, c'est compliqué, quoi. Voilà, c'est... Donc il y en a qui vont effectivement assister un petit peu aux gamineries des enfants de la maison et en conclure que tout est faux. Il y en a d'autres qui vont dire « j'ai assisté à des choses qui sont de l'ordre de la manipulation par des enfants qui ont besoin d'attention, etc. Mais il y a d'autres choses qui peuvent être aujourd'hui, qui peuvent être discutées. Et puis, il y en a d'autres. Et ce qui est assez important, je pense, à noter, c'est que finalement, les experts, en tout cas les protagonistes qui vont passer le plus de temps à Enfield, sont ceux qui vont le plus croire au phénomène. Qui ont eu finalement l'occasion de voir des choses que d'autres n'ont pas vues parce qu'ils sont restés suffisamment longtemps et qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Donc c'est des déplacements d'objets. On a aussi, alors là pareil, on n'a pas vraiment à proprement parler de preuves. On ne peut que s'appuyer sur des témoignages avec Enfield. C'est toujours le problème dans ces affaires paranormales. Mais on a des physiciens notamment qui vont prétendre avoir vu le rideau étrangler Janet. Dans sa chambre, tout seul. Donc s'enrouler, littéralement, seul, autour du cou de la jeune fille. Il va y avoir aussi un carton qui va être projeté dans une pièce, un carton très lourd. Là encore, c'est un physicien qui va raconter ça et qui explique que ni Janet ni Margaret n'étaient dans la pièce à ce moment-là, elles étaient derrière lui, quand il se prend le carton dans la figure. Donc il y a finalement assez peu de phénomènes qui ne peuvent pas être débunkés à proprement parler, mais il y en a.
Ma conclusion sur l'affaire d'Enfield, pour commencer, je vais parler de Janet. Janet, en 2011, quand elle avait donc 45 ans, elle a bien grandi depuis, elle avait fait une interview auprès du Daily Mail où elle a avoué qu'elle avait piégé les enquêteurs à plusieurs reprises, mais elle a précisé que ça ne représentait, selon elle, que 2% des phénomènes. Donc elle admet effectivement ses coups au plafond, elle admet les choses qu'on a pu voir en caméra, etc., mais elle assure que c'était vraiment une infime partie des phénomènes paranormaux qu'il y avait dans la maison. Alors après, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce qu'elle a réussi à s'auto-convaincre de ce qu'elle dit ? Est-ce qu'elle a vraiment vécu des phénomènes paranormaux ? Est-ce qu'elle trouve que maintenant c'est trop tard pour démystifier la chose ? Moi, je ne sais pas. À titre personnel, je pense que rien de paranormal n'a eu lieu à Enfield et que Janet et Margaret sont allés trop loin dans leurs blagues, dans la ventriloquie, voilà, dans toutes ces choses pour se faire remarquer à l'époque. Mais Guy Lyon Playfair, qui a suivi tout ce dossier du début à la fin, lui a toujours préféré leur laisser le bénéfice du doute. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus qualifiés que moi pour donner un avis sur l'affaire. Donc on va plutôt, je pense, en termes de conclusion, se ranger de l'avis de la personne qui a enquêté dessus. Janet, donc, sur un plateau télé il y a quelques années, a continué à maintenir sa position, donc le fait qu'elle n'ait absolument rien inventé. Janet, quand elle parle aujourd'hui, c'est un peu un lapin pris dans les phares d'une voiture, quoi. Elle est assez mal à l'aise, elle est assez apeurée encore, on la sent anxieuse. Il y a un côté un peu malaisant finalement à la faire encore parler aujourd'hui de cette affaire qui l'a énormément marquée, je pense. Quelles que soient finalement les ficelles derrière, c'est qu'elle ait inventé ou pas. De toute façon, Janet, elle a dit qu'elle avait inventé des choses, qu'elle avait monté toutes pièces des choses, pour la simple raison qu'elle voulait qu'on la croie. C'est ça qu'elle avance à l'époque. Donc ouais, Enfield, c'est vraiment... Je pense qu'Enfield, c'est une des histoires, des affaires paranormales les plus méconnues, en fait, aujourd'hui. Tant elle est complexe. Et on peut pas être tranché sur cette affaire si on la connaît bien. C'est pas noir ou blanc, à mon sens. Voilà. Prochain épisode, peut-on communiquer avec les morts ? Esprit, es-tu là ? Si tu es présent parmi nous cette nuit, manifeste-toi en frappant sur cette table. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Comme depuis toujours, l'homme refuse catégoriquement l'idée d'une mort totale et définitive, il cherche à entrer en communication avec les esprits des disparus pour prouver l'existence d'un au-delà. Tous les moyens sont bons, des tables tournantes de la fin du 19e siècle jusqu'aux enregistreurs modernes qui essaient de capter la voix des défunts. Tous les épisodes de la série consacrée aux fantômes et aux maisons hantées sont disponibles sur Ovio ou sur la page podcast du site lapremière.be.